Alors en fait, il y a plusieurs niveaux de risques. Il y a un peu ces risques justement de niveau très stratégique, très pointu, dans des attaques très élaborées. Ça, les armées justement se préparent à ce type d'attaque, dans cette conflictualité de haute intensité. Mais il y a de manière beaucoup plus insidieuse et qui touche vraiment tout le monde, cette cybercriminalité qui est de plus en plus élaborée et qui nécessite en fait que cette protection et cette défense de notre cyberespace, de ce cyberespace commun, puisqu'on est tous plus ou moins interconnectés, eh bien en fait on a besoin que chacun se sente concerné et on a besoin justement, c'est la prévention que j'évoquais tout à l'heure, que chaque individu, que chaque interface chaise-clavier, comme on dit de temps en temps en riant en disant voilà le problème souvent c'est l'interface chaise-clavier, donc que cet humain puisse avoir un minimum de notions et de sa responsabilité de choisir des mots de passe suffisamment élaborés, de passer à la station blanche pour tester à l'antivirus sa clé USB. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très accessible. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à leur découverte d'un univers passionnant, celui de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Dans cet entretien, avec le général de division aérienne Didier Tisser, commandant de la cyberdéfense, nous allons essayer de comprendre quels sont les grands enjeux en matière de stratégie dans le cyberespace et quelles sont les différentes missions des cybercombattants du ministère des Armées. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Paris, à Ballard, au ministère des Armées, avec le général de division aérienne Didier Tisser. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, je suis aujourd'hui le commandant de la cyberdéfense des armées depuis septembre 2019, après avoir été pendant 2 ans le numéro 2 de cet organisme qui a été créé en 2017. Donc c'est un organisme assez jeune, mais qui s'inscrit dans 10 ans de montée en gamme de la cybersécurité et cyberdéfense au sein des armées. Donc moi, mon profil, j'ai un profil à la base, on va dire ingénieur en matière de formation. Je suis diplômé de l'école de l'air, donc ça remonte à quelques années maintenant. J'ai aussi un complément de formation, je suis aussi diplômé de l'école nationale supérieure des techniques avancées en recherche opérationnelle. Mais j'ai aussi des formations très opérationnelles et notamment en géostratégie, puisque j'ai fait l'école de guerre, qui est un équivalent de Master 2 géopolitique, géostratégie. Alors après, au-delà de cette formation, c'est surtout en fait les postes que j'ai pu tenir qui sont importants. Donc des postes à la fois en effet d'experts, mais aussi des postes de commandement. J'ai commandé plusieurs unités, j'ai commandé une base aérienne, et puis j'ai été dans des organismes donc de l'armée de l'air, mais aussi interarmées, voire internationaux dans le cadre de l'OTAN. Donc un parcours très large, plutôt orienté sur les systèmes d'information, mais aussi également sur la simulation technico-opérationnelle, tout ce qui permet de faire l'entraînement des forces, et puis aussi sur la formation. J'ai commandé la base aérienne de Rochefort, qui était une base école en fait pour les sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air. Et puis aussi, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le développement capacitaire, les outils, mais pas que les outils, aussi tout ce qu'il faut derrière, les infrastructures, la formation des personnes, l'entraînement, pour pouvoir avoir une capacité opérationnelle. Donc voilà, c'est un petit peu tout mon cursus. Évidemment, des opérations, notamment au Tchad. En fait, à l'époque, c'était l'opération Épervier, responsable des systèmes d'information et de communication opérationnelle. Voilà, donc un panel assez large, orienté quand même système d'information, de commandement et de contrôle pour les opérations de l'armée de l'air et aussi interarmées. Et donc, d'une certaine manière, assez légitimement et logiquement, je me retrouve aujourd'hui à la tête de la cyberdéfense des armées. Donc, c'est un domaine que je connais bien, je maîtrise bien, et notamment les enjeux opérationnels derrière. D'accord. Ça faisait partie de vos objectifs à long terme, de prendre un secteur comme celui-ci ? Pas nécessairement, mais c'est vrai que assez naturellement, compte tenu de mon cursus, c'est quelque chose, oui, qui s'est un petit peu présenté à moi, et on m'a même demandé, voilà, si j'étais volontaire, intéressé, compte tenu du développement de ces capacités. Donc, pour moi, je suis ravi. Enfin, c'est un honneur, c'est un bonheur de pouvoir être dans ce domaine où il y a énormément de choses à construire, hein. Des capacités techniques très pointues, mais aussi des modes d'action opérationnels. Il y a aussi des volets juridiques très associés justement sur comment est-ce qu'on emploie l'arme cyber sur nos théâtres d'opération. Et puis évidemment, derrière tout cela, il y a des hommes et des femmes, des civils et des militaires qui travaillent, qui s'impliquent énormément pour que voilà,
on puisse sécuriser et défendre les systèmes du ministère des Armées pour qu'ils soient résilients dans ses capacités opérationnelles. Et ça, c'est assez fondamental et c'est la richesse, c'est le bonheur tous les jours. Ça représente quoi aujourd'hui la cyberdéfense? Vous avez dit que c'est quelque chose d'assez jeune au final. Au ministère des Armées, ça représente combien en termes de volume, peut-être, en termes de moyens? Alors aujourd'hui, on peut considérer, bon, j'arrondis un petit peu les chiffres, hein, c'est à peu près 3500 personnes qui contribuent à la cybersécurité de l'ensemble des systèmes d'information, que ce soit des systèmes d'information pour la planification, la conduite d'opération, le fonctionnement du ministère, mais aussi, et il ne faut surtout pas les oublier, les systèmes d'information embarqués à bord du Rafale, à bord des frégates de la marine, déployés dans les théâtres d'opération, les structures de commandement de l'armée de terre, et puis leurs équipements de plus en plus numérisés, numérisation de champs de bataille, des choses comme ça. Et puis aussi les systèmes de commande en fait, industriels qui sont importants aussi. Donc tout cela recouvre en fait ces périmètres avec un volet plus historique de sécurité des systèmes d'information et puis maintenant un domaine plus lutte informatique défensive, lutte informatique offensive. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces périmètres et on va se projeter d'ici à 2025 pour atteindre pratiquement en fait la loi de programmation militaire s'engage à avoir 1000 cybercombattants de plus. Donc voilà, grosso modo, 4300, 4400 en fait, pour pouvoir justement répondre dans ce nouveau domaine de conflictualité. Il nous faut des cybercombattants, il faut qu'on monte en gamme pour couvrir l'ensemble de ces besoins. Alors après, pour mettre tout cela en œuvre, ce commandement de la cyberdéfense des armées, c'est un état-major, ici à l'état-major des armées, pour être au plus près justement de la stratégie du ministère et aussi du centre de planification et de conduite des opérations. Parce qu'en fait, la cyberdéfense, pour nous, c'est résolument opérationnel, pour assurer une supériorité opérationnelle sur les théâtres d'opération, pour préserver nos capacités opérationnelles. Donc voilà, on travaille main dans la main avec ce CPCO. Et nous avons bien évidemment un certain nombre de centres spécialisés dans des domaines de la lutte informatique défensive, de l'audit des systèmes informatiques, de la préparation opérationnelle de cyberdéfense. Et tout ça, aujourd'hui, s'est regroupé justement dans un groupement de la cyberdéfense des armées qui est majoritairement installé à Rennes. Rennes, c'est vraiment une plaque de cyber au sens large, civil, militaire, d'autres ministères, et ça permet vraiment d'avoir un creuset très, très intéressant. Donc voilà un petit peu aujourd'hui finalement ce que c'est que le commandement de la cyberdéfense. Et en fait, nous ne travaillons pas en vase clos, nous sommes avec des partenariats, nous irriguons l'ensemble des armées, directions et services, parce qu'en fait, ce sont leurs systèmes d'information que l'on va défendre pour leur métier opérationnel. Et donc, on travaille main dans la main. Quand il y a une attaque, en fait, eux, ils ont des capacités en propre. Et voilà, moi, je conduis la défense des systèmes et je m'appuie sur eux et ils sont partie prenante, puisque ces systèmes, ce sont ceux dont ils ont besoin pour faire leurs opérations. D'accord. On parle de cyberdéfense, on parle aussi beaucoup dans les médias de cyberattaques, qui sont de plus en plus fréquentes. Est-ce que quand vous détectez une cyberattaque, est-ce que vous contre-attaquez à votre niveau? Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives, de vos missions? Alors dans le principe, oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, il y a une autorité qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, rattachée donc au service du Premier ministre, et qui est en charge, c'est l'autorité nationale de cybersécurité pour l'ensemble des ministères, pour les opérateurs d'importance vitale, les OIV. Mais le ministère des Armées est un ministère particulier qui nécessite d'avoir une résilience de ces systèmes. Et donc, l'ANSSI nous délègue la protection de nos systèmes d'information. Et après, ensemble, dans une démarche résolument interministérielle, on va pouvoir en effet réagir à des cyberattaques en fonction de qui nous attaque. Est-ce que c'est une cybercriminalité ou derrière cette cybercriminalité, peut-être qu'il y a un acteur de niveau étatique? Comment est-ce qu'il nous attaque? Est-ce que voilà, il va casser nos systèmes ou bien est-ce qu'il va profiter d'une porte qui est ouverte à titre d'espionnage, on va dire? Et puis surtout, quel est l'impact de cette attaque? Est-ce que voilà, ça va être une attaque systémique qui va faire tomber un pan entier d'une activité ou bien est-ce que c'est une attaque limitée? Donc l'ensemble de ces critères, qui nous attaque, comment est-ce qu'il nous attaque, quel est l'impact, fait qu'on va décider de qui
est partie prenante de cette réaction, de cette contre-attaque. Donc évidemment, on comprend bien que si ce sont les systèmes du ministère des Armées qui sont attaqués, c'est plutôt le ministère des Armées, le ComCyber, qui va être dans cette démarche de riposte. Mais comme malgré tout, dans ce cyberespace, il n'y a pas de frontières, qu'est-ce qui est civil, qu'est-ce qui est militaire, il y a une escalade éventuellement qui peut être assez rapide. Donc le principe, c'est vraiment de gérer tout cela en interministériel. Et aujourd'hui, on a une entité qui s'appelle le CECAT, le Centre de coordination des crises cyber, qui justement se réunit à un niveau stratégique tous les mois et qui se réunit toutes les semaines et voire en tant que de besoin en fonction des attaques, qui regroupe l'ensemble des acteurs justement étatiques concernés par la cyber, donc évidemment l'Agence nationale de SSI, et puis le ComCyber, et puis d'autres acteurs qui sont partie prenante de ces réflexions. Donc voilà, en fonction de tout cela, on va décider de quelle est la riposte possible. Est-ce que c'est une riposte cyber? Est-ce que c'est une riposte économique, diplomatique? Est-ce qu'on va désigner l'attaquant? Oui, non. Voilà, il y a vraiment énormément finalement d'éléments derrière. Votre question est assez simple et en fait derrière il y a énormément d'éléments. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui le droit français nous autorise, donc nous c'est l'ANSSI, c'est le ComCyber, à justement pouvoir riposter, pouvoir faire stopper une attaque. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir ce cadre juridique qui nous permet de réagir. Et notamment justement pour les armées, le commandement de la cyberdéfense, nous réagissons dans un cadre du droit, de la compréhension que nous avons du droit. Nous avons même édité un rapport sur l'application du droit international aux opérations dans le cyberespace qui définit, voilà, si nous on nous attaque, quel est le cadre pour notre riposte, et nous, notamment sur le tas d'opérations aussi, comment est-ce qu'on utilise l'arme cyber, quoi. Alors, effectivement, c'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Le fait que ça soit nouveau aussi, le fait que ça soit très flou, ça doit être très compliqué justement, c'est pas un conflit traditionnel où on sait qu'on fait feu, on ouvre le feu, etc. Il y a quand même des risques aussi de dégâts collatéraux aussi, parce que les cyberattaques s'appuient sur des systèmes, donc ça peut mettre en péril des civils, entre guillemets, sur ça. Comment vous faites pour j'imagine, vous former systématiquement, continuellement dans le droit, ce genre de choses? Vous faites appel à des extérieurs pour ça? Alors non, en fait, nous avons nos propres spécialistes, nos propres juristes. Au commandement de la cyberdéfense, j'ai plusieurs juristes. Il y en a d'autres, en effet, on parlait de l'ANSSI, il y a des juristes aussi. Et ça, typiquement, justement, la cyberdéfense, au sein du ministère des Armées, c'est vraiment le combat dans le cyberespace, en fait. Hein. Et au-delà d'acteurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de cybercriminalité, de groupes cybercriminels pour l'appât du gain facile et rançongiciel. Mais moi, et c'est ce que je dis souvent, je me dois d'être paranoïaque. J'essaie toujours de voir le côté obscur, en fait, derrière, hein, le côté obscur de la force dans ce cyberespace. Et je me dis, peut-être que derrière, il y a un État qui se prépositionne, qui veut fragiliser, qui teste des armes. Et finalement, quand on regarde sans faire de lien, mais moi je me dois d'imaginer tout et son contraire, quand on voit des impacts de WannaCry, de NotPetya, d'autres attaques aujourd'hui aux États-Unis, SolarWinds, là la société qui gère justement le ravitaillement en carburant en fait aux États-Unis sur la côte ouest, toutes ces choses-là posent vraiment question. Et moi je me dis voilà, derrière il y a peut-être une stratégie qui se met en place et je dois être capable de pouvoir la contrer. Mais évidemment, et ça c'est une particularité justement des combattants en France, du ministère des Armées et en particulier dans le cyberespace, de la mesure justement de la force, de la responsabilité associée à cela. Et donc nous appliquons pleinement au cyberespace ce qu'on peut appeler le droit des conflits armés, et notamment justement le droit international humanitaire avec des principes justement de proportionnalité, de justification justement en fait de l'emploi de l'arme cyber par rapport à d'autres moyens, et évidemment aussi des principes comme la discrimination. On va discriminer une cible militaire ou de l'ennemi parce que des groupes armés terroristes peuvent être considérés justement comme un ennemi dont on veut bloquer les systèmes, entraver ces systèmes. Et puis bien évidemment des cibles civiles parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'opérateurs dans le cloud ou d'ailleurs où si on fait tomber des serveurs en entier, on peut impacter énormément de personnes. Donc ça, nous y sommes très très attachés. Et en fait, sur l'état d'opération, quand on va utiliser un moyen cyber offensif, il va être conçu sur mesure de façon à contrôler son effet pour pouvoir éviter justement des effets de bord vers les autres, mais aussi éviter en fait la prolifération des armes cyber.
parce que parfois certains ont utilisé par le passé des outils cyber, et ces outils finalement ont été récupérés et ont permis à celui qui avait subi l'attaque de monter en gamme, d'être plus performant, mais aussi éventuellement de réutiliser ces moyens-là, en fait. Donc nous sommes très attentifs à cela, et il n'est pas question justement que ces outils, ces scripts offensifs soient réutilisés par les uns et par les autres. On a déjà malheureusement, justement, je parlais de côté obscur, en fait dans le dark web, il y a tout un business model qui se met en place autour des rançongiciels, de location de ces rançongiciels pour pouvoir les utiliser as a service. Aujourd'hui on est beaucoup sur du as a service. Et bien là, tout ça, il y a un mécanisme qui s'est mis en place pour pouvoir soutenir une cybercriminalité très structurée. Avant, les groupes travaillaient chacun dans leur coin. Maintenant, en fait, ils s'échangent un certain nombre d'éléments pour des gains faciles, des gains optimisés. Ils se revendent ou se prêtent des vulnérabilités qui ont été identifiées là-dessus. Donc voilà, nous intégrons l'ensemble de ces éléments-là pour éviter tous ces effets de bord. C'est quelque chose vraiment de très strict. Et donc, nous avons mis en place des mécanismes de contrôle de l'emploi de l'arme offensive par rapport à cette utilisation, justement. Ces armes, sans rentrer dans le détail pour des raisons logiques, ça va être quoi, essentiellement des virus informatiques, ou ça peut être d'autres choses qui sont connues et que vous pouvez expliquer un peu? Alors sans trop rentrer dans le détail, parce qu'en effet c'est quelque chose de très sensible, et si nos armes sont connues dans leur mode opératoire, forcément l'ennemi va pouvoir les contrer, mieux les anticiper, et on va perdre en efficacité. En fait, le cyberespace, la manière d'utiliser le cyberespace, en fait, c'est identifier des vulnérabilités et se servir de ces vulnérabilités justement pour outrepasser les droits, rentrer dans des zones dans lesquelles on n'aurait pas la possibilité d'y aller, faire ce qu'on appelle des latéralisations. En fait, tout ça, toutes ces attaques, c'est structuré. Il y en a qui ont même décrit tout cela avec une kill chain où il y a plusieurs étapes, la reconnaissance pour savoir quel est le système utilisé, après un certain nombre de mécanismes qui sont faits, voir s'il n'y a pas justement des vulnérabilités qui n'ont pas été comblées. Il y a énormément de choses, un prépositionnement, après les gens se cachent, enfin il y a beaucoup de choses. Donc il y a toute une mécanique en fait qui se met en place. Et donc nous, c'est un petit peu ça, ce processus finalement, c'est ça, c'est aller au plus près finalement des données de l'ennemi qui nous intéressent pour pouvoir justement faire du renseignement d'intérêt militaire, savoir ce qu'il compte faire, éventuellement entraver sa propre démarche en faisant tomber ses systèmes, et que ces systèmes, pas ceux des autres évidemment. Et ça par exemple, c'est quelque chose qui a été fait dans la lutte contre Daesh, où justement nous avons réussi à pénétrer des serveurs qui hébergeaient de la propagande, en fait, sur lesquels la propagande était construite, était développée, et notamment un certain nombre de médias en ligne qui ont été diffusés. Nous avons réussi à entraver ou à savoir à quel moment ces médias allaient être diffusés pour pouvoir bloquer leur diffusion, voire modifier des données, justement pour qu'il n'y ait pas l'impact escompté par les djihadistes, et notamment à cette époque-là, quand on voit dans les années 2015, 2016, 2017, où justement ils voulaient faire venir un certain nombre de personnes, on va dire de sympathisants, en fait, de radicalisés djihadistes sur les théâtres d'opération sur lesquels nous luttions justement contre Daesh, qui s'était approprié une part géographique de Irak et Syrie, quoi. Donc il y a vraiment toute cette démarche derrière qui est importante, qui est très structurée, très attentive, pour pouvoir vraiment avoir un effet souvent on dit oui, dans le cyberespace on peut avoir des effets très larges, systémiques, mais nous justement notre objectif c'est vraiment ça, c'est une frappe chirurgicale qui va obtenir un effet militaire précis dans le cadre d'une manœuvre globale en fait militaire. Est-ce que de la même façon qu'on conduit des OPEX sur le terrain réel, on va dire, pas virtuel, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a en face en termes de cybercombattants? Vous parliez de Daesh. Est-ce que vous avez une idée plus ou moins précise de combien ils sont, quels sont leurs moyens en face? Alors oui, ça c'est quelque chose d'important. Là on est en fait dans une fonction, dans une mission qui est l'anticipation. En fait, on a parlé un petit peu justement du côté offensif, du côté protection, il y a aussi la prévention, quelque chose d'important. Et là, donc sur l'anticipation, c'est ça, c'est connaître
son ennemi ou connaître ses concurrents aussi, parce que dans le cyberespace, on n'est plus dans une période, on va dire, paix, crise, guerre. On est vraiment dans voilà, de la compétition. Dans le cyberespace globalement, en fait, même du marketing, des choses comme ça. Et puis, finalement, on s'aperçoit que ces méthodes qui sont développées dans le cadre du marketing sont utilisées potentiellement pour de l'influence ou, à un moment ou à un autre, cet accès, cette interconnexion des systèmes, certains vont l'utiliser pour bloquer nos systèmes, les entraver. Donc, on a besoin d'intégrer tout cela. Et donc, de connaître ces groupes. On fait du renseignement d'intérêt militaire par rapport à ces groupes qui peuvent justement à un moment ou à un autre être utilisés dans une démarche avec un compétiteur stratégique. Donc on se renseigne, on étudie les modes d'action, on a tout un tas de cartographies qui se font. Ces cartographies évidemment sont partagées avec l'ANSSI, partagées avec les membres du C4 et même plus largement parce qu'en fait on a besoin de faire une sorte de défense de l'avant. En fait on n'est pas uniquement dans une ligne Maginot où on est calfeutré derrière quelque chose puisque tout est interconnecté. On a besoin comme ça de partager, d'échanger avec des partenaires civils en France, avec des partenaires étrangers dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'Union européenne ou en bilatéral. Donc pour partager cette connaissance que l'on a de la menace, pour pouvoir mieux s'y préparer, mieux l'anticiper, c'est important. Et typiquement, il y a un peu plus d'un an, la ministre des Armées a signé une convention avec les 8 grands maîtres d'œuvre industriels de la défense, justement parce que c'est eux qui nous fournissent nos équipements fortement numérisés. Et bien évidemment, et on l'a vu par exemple avec SolarWinds, où en fait les attaquants ont piégé en fait des logiciels et ces logiciels ont été acquis et développés dans des administrations américaines mais aussi dans le monde. Donc là c'est un mode opératoire de contourner justement les attaques, de se cacher, ce mécanisme un peu de cheval de Troie. Donc pour nous c'est quelque chose qui est important, on a besoin de l'intégrer et donc cette convention elle permet justement de mieux partager avec ces industriels, de s'assurer qu'ils ont le bon niveau de cybersécurité. Donc on est vraiment dans une vision très partenariale, de confiance, même si justement dans le cyberespace il peut y avoir des concurrents, des compétiteurs, des adversaires et donc on se doit, là aussi c'est pareil, je mets ma casquette de paranoïaque, on se doit de faire attention, d'être vigilant par rapport à tout ce qui peut se passer ou par le fait que dans le cyberespace, certains se font passer pour d'autres. Et on peut penser que c'est un partenaire, alors qu'en fait, non, c'est un ennemi qui s'est caché derrière un partenaire, qui a usurpé des adresses e-mail ou d'autres mécanismes. Donc on doit être particulièrement vigilant, mais c'est ça quoi. C'est la difficulté, c'est des partenariats qui sont indispensables parce que la menace, elle est contre tous, donc il faut se défendre collectivement, et le fait, à un moment ou à un autre, de penser souverain, de penser attention, malgré tout, à un moment ou à un autre, il faut quand même que je fasse attention et que je préserve le plus essentiel de mes capacités. Dans tout ce dispositif, comment se place la DGSE par rapport à ça? Parce que la DGSE, son métier, c'est de faire du renseignement. Je suppose que c'est le principal client de vos actions, en quelque sorte. On a reçu dans le podcast un ancien agent de la DGSE qui parlait du bureau des légendes. Avec lui, on réfléchissait, enfin, on échangeait sur est-ce qu'on est proche ou pas de la réalité, et il nous expliquait qu'on est quand même très très proche de la réalité. Et surtout dans la dernière saison, sans spoiler les gens, il y a beaucoup de cyber à l'intérieur. Vous, quel retour, enfin, quel regard vous avez sur tout ça? Alors je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails évidemment parce que c'est quelque chose qui est très, très sensible hein, et c'est la DGSE qui parle d'elle-même, mais malgré tout en effet la DGSE c'est un service de renseignement tourné vers l'extérieur, donc évidemment moi en tant que commandant de la cyberdéfense j'ai besoin d'avoir des éléments issus des services de renseignement, la DRM, la direction du renseignement militaire hein, qui apporte des éléments intéressants, la DGSE, d'autres services de renseignement, donc moi je suis demandeur justement, on parlait d'anticipation, de connaissance de l'ennemi, moi je suis plutôt tourné vers ces mécanismes très technico-opérationnels. Eux vont apporter une vision peut-être plus justement géopolitique, plus justement renseignement, et ensemble on va partager ces éléments-là. Après, dans la manière dont on peut agir les uns au bénéfice des autres et tout ça, là c'est malheureusement quelque chose qui est très, très sensible. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ces mécanismes, mais bien évidemment, aujourd'hui, la cyber, qu'elle soit défensive ou offensive, n'est pas l'apanage en fait d'une entité en tant que telle. Évidemment, il faut que chaque entité du ministère des Armées ou de l'État
puissent bénéficier de tout l'apport de ce domaine, puissent se protéger, puissent saisir les opportunités. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'est organisé pour que justement on tire le meilleur de cela dans ces deux domaines, de la défense et de l'offensif. Est-ce qu'au final, c'est pas indispensable, justement, ce volet cyber dans les conflits qu'il y a aujourd'hui en 2021 et les conflits que de demain? Moi, j'en suis convaincu, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille énormément. On travaille énormément par rapport à la réponse française nationale, pas que ministère des Armées, à des modes d'action et des stratégies hybrides, par exemple. Justement, il faut qu'on ait une réponse globale par rapport à ça. Et dans cette stratégie hybride, les cyberattaques sont importantes. Aussi, dans le domaine de l'informationnel, c'est important de l'influence. Ça transite par le cyberespace. Donc ça, c'est important. Mais il faut évidemment aussi, on le voit malheureusement, justement, avec un peu la résurgence d'une conflictualité, d'une compétition exacerbée, en fait, entre certains États. On voit qu'on a besoin de se préparer à l'hypothèse d'un engagement majeur. Et cet engagement majeur, il se ferait fatalement, en effet, avec une phase initiale dans le cyberespace. Parce que derrière ce cyberespace, c'est le numérique de chacun et le numérique des forces armées d'un État, créer des diversions, déstabiliser. Et on voit vraiment qu'on est dans ces mécanismes-là. Donc moi, j'en suis vraiment persuadé qu'il faut se préparer à une première vague dans le cyberespace. Et là, finalement, moi, je suis un aviateur. Et évidemment, je pense complètement interarmé dans ces milieux terrestres, maritimes, aériens, spatial et cyber. Mais en tant qu'aviateur, je suis très réceptif justement à cette action, cette fulgurance de l'action, cet espace à protéger, ceux qui peuvent arriver d'un seul coup, jouer avec l'effet de seuil, de cette posture permanente justement de protection aérienne, enfin sûreté aérienne, et donc posture permanente de cyberdéfense pour notre environnement non moyen. Donc moi je suis vraiment convaincu qu'il faut s'y préparer. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On s'y prépare parce que c'est tellement entre guillemets bankable le cyber. On peut d'emblée empêcher l'adversaire de bouger en fait. On peut paralyser ces systèmes de commandement et de contrôle, ces systèmes de renseignement. On peut éviter. Enfin voilà, on bloque les systèmes de carburant, on bloque les systèmes énergétiques. On crée en effet une déstabilisation vers la population. Pour moi, en effet, ce sont des modes d'action directs ou indirects qui sont très efficaces et surtout le coût de capacité cyber finalement n'est pas très élevé. C'est surtout de la ressource humaine, en fait, de l'intelligence. Mais après, derrière, c'est du logiciel, c'est quelques ordinateurs. Et ça coûte pas cher quand on compare par rapport au prix pour avoir un avion de chasse, pour avoir un porte-avions, pour avoir des engins blindés, pour avoir des satellites. Voilà, c'est sans commune mesure en termes de coûts. Donc ça a permis d'ailleurs de rétablir, de rééquilibrer certains acteurs internationaux grâce à la cyber, en fait. Et notamment certains acteurs régionaux qui, par rapport justement à l'emploi d'outils cyber, se sont repositionnés finalement et sont des sujets d'inquiétude pour les uns et pour les autres en fait. Est-ce que dans le cyberespace, est-ce qu'on est plus sur une logique de conflit asymétrique ou symétrique? Alors, je pense en fait les deux. Les deux, donc asymétriques, parce que justement, un plus faible va se servir de cela un peu dans un mode un peu guérilla aussi, en fait, où je parlais tout à l'heure d'hybridité, mais finalement l'hybridité, ceux souvent qui font l'hybridité, parce qu'il faut une palette assez large, eh bien parfois ce sont des États, en fait, et donc ils ont besoin eux aussi, et ils se servent justement de l'apport du cyber pour ce que ça peut faire comme effet. Et après, sans remonter trop loin, et puis embêter nos auditeurs, mais Sun Tzu, en fait, disait que le meilleur des moyens, finalement, de gagner une guerre, c'est d'éviter qu'elle se déclenche. Donc c'est de paralyser d'emblée l'adversaire avant même qu'il puisse agir, quoi, en fait. Et après, pareil aussi, et là c'est plutôt un stratège plus récent, un colonel américain, Warden, sur les fameux cercles de Warden, où en fait il a une approche systémique et il identifie le cercle de décision, des cercles d'infrastructure, des cercles de forces militaires, de population. Donc il y a plusieurs cercles. Et justement, cette stratégie, c'était d'attaquer un cercle plutôt qu'un autre, quoi, en fait. Et plutôt que finalement d'avoir un conflit entre forces armées, d'avoir une frappe stratégique vers le centre de décision, finalement, ça permettait de bloquer toute velléité de l'ennemi, puisqu'il n'y avait plus le gouvernement, le centre de décision. Et moi, je pense qu'avec le domaine de la cyber, en fait, on peut attaquer l'ensemble des cercles
Et ça, c'est une force énorme. Donc je suis persuadé en effet que ce sera vraiment utilisé et il faut s'y préparer, et pas seulement dans une approche en effet purement militaire, puisqu'il n'y a pas de frontières civiles et militaires dans le cyberespace, mais une approche très, très interministérielle, chacun gardant quand même son rôle évidemment dans son périmètre d'action, c'est important. Pas du tout question que le commandant de cyberdéfense se substitue à l'ANSSI par exemple, mais on travaille vraiment ensemble pour pouvoir justement utiliser en soutien, en appui, l'un menant, l'autre concourant, l'ensemble des capacités pour pouvoir faire face à l'ensemble des types d'attaques de cybercriminalité ou de nature plus étatique, plus stratégique. C'est quoi les principaux risques avec lesquels on doit vivre aujourd'hui et que vous êtes là pour prévenir justement? Alors en fait, il y a plusieurs niveaux de risques. Il y a un peu ces risques justement de niveau très stratégique, très pointu, dans des attaques très élaborées. Ça, les armées justement se préparent à ce type d'attaque, dans cette conflictualité de haute intensité. Mais il y a de manière beaucoup plus insidieuse et qui touche vraiment tout le monde, cette cybercriminalité qui est de plus en plus élaborée et qui nécessite en fait que cette protection et cette défense de notre cyberespace, de ce cyberespace commun, puisqu'on est tous plus ou moins interconnectés, eh bien en fait, on a besoin que chacun se sente concerné et on a besoin justement, c'est la prévention que j'évoquais tout à l'heure, que chaque individu, que chaque interface chaise-clavier, comme on dit de temps en temps en riant, en disant que voilà, le problème souvent c'est l'interface chaise-clavier, donc que cet humain puisse avoir un minimum de notions et de sa responsabilité de choisir des mots de passe suffisamment élaborés, de passer à la station blanche pour tester à l'antivirus sa clé USB. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très accessible et on a besoin de gagner en maturité collective dessus. Le numérique, il est au quotidien. Les smartphones, tout le monde en a. Et ben, on a besoin d'avoir justement un peu cette responsabilité dans l'usage de ces moyens-là et de les sécuriser, parce que si un individu ne sécurise pas son smartphone ou son ordinateur, c'est pas que lui qui va être impacté, c'est tous ceux qui sont raccordés à lui, c'est tout le réseau, c'est tous ses amis. On le voit bien aujourd'hui finalement, de temps en temps, on reçoit des emails en fait avec une adresse de messagerie qui a été usurpée en fait de quelqu'un que l'on connaît. Il a réussi à rentrer dans sa boîte aux lettres et à prendre l'ensemble des contacts et hop, ce cybercriminel va arroser tout le monde avec des pièces jointes piégées ou avec des liens vers un site internet piégé. Donc on a besoin voilà, d'avoir vraiment ce panel, ce continuum entre chaque individu qui doit avoir un niveau minimum justement de cybersécurité et puis des spécialistes qui eux justement vont voilà, se confronter à tout cela, vont coordonner, vont structurer, vont rédiger les documents pédagogiques, de sensibilisation, faire les MOOC et d'autres éléments. Et je pense que régulièrement, il faut comme ça voilà, un petit peu tester, faire des campagnes de phishing, voir finalement qui réagit, comment. Il faut qu'on ait aussi des équipes un petit peu de tests d'intrusion, des red teams, dans cet état d'esprit. On se met à la place de l'ennemi, on regarde si nos systèmes résistent suffisamment à cela, on fait de l'ingénierie sociale pour voir si on peut récupérer. Donc on a vraiment voilà, besoin de tester la sécurité, la robustesse de nos défenses et les humains, comme je reviens toujours à l'essentiel qui est l'humain derrière. On a besoin que chacun se sente concerné, se sente impliqué et qu'on mette à sa disposition justement les moyens de comprendre, d'appréhender que ce cyberespace Internet et puis les autres réseaux, c'est une force, c'est une capacité énorme, c'est le progrès, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de risques parce que derrière, malheureusement, tout progrès technologique, et ben derrière, ça attire un certain nombre de personnes pour de l'argent facile, pour de la manipulation et donc forcément à un moment ou à un autre, un certain nombre d'acteurs étatiques dans des manœuvres hybrides d'influence, de déstabilisation peuvent être amenés à le faire. Donc chacun doit vraiment s'armer contre cette menace d'aujourd'hui qui nous concerne tous. C'est vrai que c'est très fragile quand même comme écosystème au final. Parlons des opérations extérieures, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que les gens de votre unité sont aussi déployés en OPEX pour travailler sur le terrain? Alors tout à fait, parce qu'en fait, on déploie en opération des systèmes d'armes numérisés, on déploie en opération des systèmes de commandement d'opération, et donc typiquement aujourd'hui, une grosse opération comme Barkhane en fait, au Sahel, il y a énormément de réseaux qui sont déployés, ces réseaux doivent être résilients, et donc on a déployé des équipes là-bas justement, on a déployé ce qu'on appelle un SOC, donc un centre opérationnel de cybersécurité,
pour pouvoir superviser les réseaux au sens cybersécurité, pas uniquement de supervision technique, du bon fonctionnement des réseaux qui existent, mais de sécurité et qui va donc analyser tous les événements informatiques, cyber qui peuvent survenir, les tentatives en effet d'intrusion sur les réseaux, les tests aux stations blanches qui vont biper parce qu'en effet un virus a été détecté. Donc cette équipe est là, déployée sur le théâtre d'opération pour le faire. Alors vous me direz, mais pourquoi aujourd'hui, avec les raccordements, les forces armées ont des satellites, ça nous permet de raccorder, on peut avoir des centres de commandement en France, le CPCO est en France, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire à distance, on ne peut pas faire remonter l'ensemble des logs, parce que les logs, en fait, c'est pas uniquement les connexions d'un humain sur une machine, c'est énormément en fait de connexions entre composants, en fait, et donc c'est une masse d'informations, ce sont des gigas d'informations, et en fait, ce que l'on ne souhaite pas faire, c'est saturer en fait les moyens satellitaires qui sont dimensionnés de manière suffisante justement pour pouvoir continuer à faire des opérations, pour le commandement, pour l'échange de renseignements, pour les ordres, mais voilà, qui doit garder justement pour le plus utile possible. Donc en fait, on préfère déployer sur le théâtre d'opération des personnes, et puis d'autant plus qu'en fait aujourd'hui, on n'a pas encore des sondes partout, sur tout l'ensemble des systèmes d'information. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la montée en gamme de la cyberdéfense fait qu'on déploie de plus en plus de sondes sur les réseaux, sur les ordinateurs, sur les éléments actifs, au sein des logiciels. Donc tout ça, en fait, on progresse de plus en plus. On a de plus en plus une défense globale, en profondeur, et pas uniquement une défense périmétrique ou périphérique. Et donc tout ça, ça implique de plus en plus d'équipements. C'est très facile quand ce sont de nouveaux systèmes. En fait, on l'intègre d'emblée, dès le début. En fait, c'est du sécurisé by design. Mais en revanche, pour les systèmes un peu plus anciens, c'est parfois plus compliqué de les mettre. Il ne faut pas que ça nuise à l'efficacité du système. Il ne faut pas que ça apporte des temps de latence. Donc on a besoin d'avoir d'autres moyens, et souvent la technique en tant que telle n'est pas suffisante. Ce sont des personnes qui sont présentes et qui peuvent aller faire des prélèvements, qui peuvent réagir sur le terrain. Donc voilà, on a fait ce choix d'avoir des personnes déployées sur les théâtres d'opération pour faire la cybersécurité et la cyberdéfense, parce qu'aujourd'hui c'est le meilleur équilibre, même si en effet on peut renvoyer un certain nombre d'éléments à distance dessus. Et puis c'est pareil, si on est confronté à un moment à une vraie difficulté et que l'équipe qui a été déployée n'a pas l'expertise nécessaire, parce que les systèmes d'information sont quand même très complexes aujourd'hui, du Windows, du Linux, d'autres particularités, des systèmes d'information un peu spécifiques, eh bien on peut envoyer sur place justement ce qu'on appelle nous des GIC, des groupes d'intervention cyber. Ce sont là des spécialistes qui sont dans des postures justement de réactivité à 6 heures, à 12 heures, à 48 heures, ça dépend un petit peu du contexte opérationnel. Et là, hop, ils montent dans un avion militaire, ils sont déployés sur les théâtres d'opération et ils viennent en renfort des équipes qui sont déjà prépositionnées, de façon à vraiment assurer cette résilience et cette permanence de nos moyens numériques sur les théâtres d'opération. D'accord. J'imagine que c'est un peu la même logique que pour un pilote de drone Reaper, par exemple, qui va être sur le terrain et qui ne va pas piloter son drone depuis Paris pour aller récupérer ses enfants à l'école après avoir fait une... Alors, il y a un petit peu de ça en effet, se sentir vraiment impliqué dans le théâtre d'opération. Et c'est pareil, la cybersécurité, ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est bien, évidemment, il faut sécuriser les systèmes numériques, mais en fait, c'est l'activité qu'on va sécuriser, en fait. Et justement, les cyberattaques, elles visent non pas à faire tomber un système pour faire tomber le système, mais parce que ce système, il est indispensable justement à une activité. Typiquement, là, on voit un système de drone. Et bien voilà, si un cyberattaquant réussit à le faire, derrière, c'est capacité de reconnaissance et d'intervention qui ne va plus fonctionner. Donc, on a besoin d'avoir ça, d'être au plus près des opérationnels, pour être dans l'état d'esprit de l'opérationnel. Et puis aussi parce que même si on a des moyens d'élongation performants, il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, on a un volume de données tel qu'on préfère avoir cette capacité en local. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, les cyberattaquants se cachent de plus en plus. En fait, ils envoient des bouts de code qui après vont se recombiner, et donc c'est très difficile de les déceler, enfin de plus en plus difficile de les déceler. On est un petit peu comme malheureusement on le voit bien avec le Covid, avec des variants. Et donc typiquement on sait reconnaître un malware,
et puis certains vont faire un variant, et peut-être que les antivirus ne permettront pas de le découvrir, quoi. Donc là, c'est pareil, il faut réactualiser régulièrement, il faut mettre de plus en plus d'intelligence artificielle. On travaille beaucoup dessus, justement. On a même développé à Rennes, avec la Direction générale de l'armement et l'Agence d'innovation de la défense, un incubateur, en fait, d'algorithmes d'IA. On appelle cela la Cyberdéfense Factory, en fait, où des startups viennent avec des algorithmes, et ils vont travailler sur ces algorithmes. On va leur donner des jeux de données, en fait, accessibles, non classifiés, mais qui va permettre de travailler. Et nous, on va leur dire, voilà, sur le plan opérationnel, voilà ce qu'on voudrait faire, est-ce que vous pouvez adapter votre algorithme? Et donc là, on est dans une dynamique d'innovation, d'agilité, pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Et notamment aujourd'hui, on a besoin de faire de la détection comportementale. Est-ce que le comportement du réseau, il est normal ou pas normal? Et on a besoin aujourd'hui de l'IA parce que c'est tellement complexe que l'humain, aussi performant soit-il, il peut être un peu dépassé, quoi. En fait, on a besoin d'un humain augmenté, c'est-à-dire un humain assisté par de l'IA. L'objectif, c'est pas de laisser l'IA mettre à bord et complètement autonome, parce qu'une IA aujourd'hui, on a quand même besoin qu'elle soit éduquée, qu'elle soit contrôlée, et on sait qu'elles peuvent être perverties à un moment ou à un autre, quoi. Donc on a aussi tout cela intégré, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Tout ça, vous formez aussi en interne. J'ai lu que vous aviez ouvert un BTS cyber dans le lycée militaire. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors oui, donc c'est au lycée militaire de Saint-Cyr. Il y a un BTS qui a été développé, donc il y avait vraiment un besoin, et donc ce BTS est rattaché à l'armée de terre. Mais bien évidemment, ceux qui sont formés au travers de ce BTS peuvent être positionnés dans diverses entités qui font de la cyberdéfense, pas uniquement spécifiquement au sein de l'armée de terre. Et donc là, ça répond à un besoin particulier, parce que c'est vrai, on se dit, oui, la cyberdéfense, c'est forcément des bac+5 en informatique, et c'est que ça. En fait, non, il y a toute une gamme, comme dans tous les métiers, finalement. On a besoin, j'évoquais tout à l'heure les SOC, ces centres opérationnels de cybersécurité, et là, typiquement, un BTS, c'est la bonne formation, quoi. C'est le bon niveau d'expertise, et c'est concret, et c'est en fait une première étape, justement, d'appréhension, de compréhension, de tri de ce qui se passe. Et on n'a pas forcément besoin d'être un bac+5, parce qu'après, on a un deuxième créneau, justement, où là, on fait remonter des informations d'un SOC vers un CERT. Alors, CERT, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais des structures, justement, différentes de plusieurs niveaux, chacune ayant un rôle, et notamment des niveaux d'expertise différents, où là, on va avoir peut-être plus, justement, des bac+5 en informatique. Mais c'est pareil dans ce domaine-là aussi. Il n'y a pas que de l'informatique. On a besoin aussi d'avoir une approche plus renseignement, analytique, géopolitique, et aussi, je l'évoquais tout à l'heure, dans cette conflictualité de guerre de l'information au travers du cyberespace, là on a besoin aussi d'avoir des personnes spécialistes de sciences humaines, de comportement, pour savoir justement comment les gens vont influencer, sur quel biais ils vont jouer. Donc tout ça s'inscrit dans en effet une vraie dynamique d'identifier les nouveaux métiers, d'identifier les nouvelles compétences et donc d'identifier les nouveaux centres de formation. Et les armées, en effet, ont cette grande capacité de formation en interne, et notamment donc, ce BTS à Saint-Cyr-l'École est vraiment très bien, très sélectif et très apprécié par les employeurs. Et puis on a aussi dans les autres écoles de formation, notamment d'officiers, air-terre-mer, des modules, voire maintenant des spécialisations en cyberdéfense qui montent. Et puis bien évidemment aussi, on fait appel à des formations externalisées avec des spécialistes de certains domaines. On ne va pas recréer des formations qui existent par ailleurs et qui sont très performantes. Et en fait, tout ça s'inscrit vraiment dans une sorte de continuum de formation. On n'a pas simplement une formation tout au début et puis après on n'en a plus, ou 10 ans après. On voit qu'on est vraiment dans un processus de renouvellement au fil de l'eau, en fonction de l'évolution technologique, en fonction de l'évolution des modes d'action qui vont, opérationnels, qui s'appuient justement sur des briques technologiques. Et donc très régulièrement, on a besoin de cela. Et donc pour vous donner un exemple, au sein du commandement de la cyberdéfense, on a une unité phare qui s'appelle le Centre d'analyse en lutte informatique défensive. Donc c'est vraiment eux qui sont les plus experts en matière de détection, d'analyse de malware. Ils font de la rétroconception de code pour essayer de comprendre dans un code qu'est-ce qu'il y a derrière, les actions éventuelles qu'un cyberattaquant voudrait faire. Et bien en fait, dans ce centre-là, il y a à chaque instant 20% des personnes qui sont en formation.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est un gros effort, mais on a vraiment besoin de renouveler ses compétences. Et donc voilà, donc ce BTS, en effet, il est très bien. Il répond à un besoin très, très précis. Et puis, il vient compléter donc d'autres formations. On a aussi des formations de master, en fait, de master spécialisés, donc à la fois très, très techniques, très technologiques, qui peuvent être orientés sur certains domaines, sur justement les systèmes industriels, sur les systèmes aéronautiques, les systèmes liés justement, enfin maritimes aussi, et aussi un master donc là qui est plutôt rattaché donc à Saint-Cyr, mais l'école en fait de formation des officiers de l'armée de terre. Et là, c'est un master en fait de gestion de crise. Donc c'est vraiment important, gestion de crise cyber dédiée, où là ce sont des mécanismes particuliers, plus opérationnels que techniques, mais qui sont très importants parce que à partir du moment où une cyberattaque est détectée, c'est presque déjà trop tard en fait. Le cyberattaquant déroule un certain nombre de choses, donc il faut réagir très vite, il faut s'être entraîné, il faut avoir des réflexes pour pouvoir réagir et pas dérouler non plus quelque chose de trop structuré parce que l'ennemi sait qu'on va dérouler quelque chose de structuré, donc il faut être agile là aussi, s'adapter, changer de stratégie en fonction de l'évolution de l'attaquant. Voilà. Donc tout ça en effet c'est tout un tissu de centres de formation et le BTS de Saint-Cyr est vraiment en effet un très bel exemple. Est-ce qu'il y a des formations aussi à l'étranger? Alors j'imagine que ça doit être un peu compliqué de faire des échanges même avec des partenaires qui pourraient demain ne plus l'être ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui se font avec je sais pas, les Américains, d'autres pays européens? Oui, alors il y a beaucoup, oui, en effet, d'échanges qui se font et des offres, en effet, de services ou de formations que les uns ou les autres peuvent faire. On a aussi, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, par exemple l'OTAN. L'OTAN est une organisation, justement, très, très développée par rapport à tous ces mécanismes de développement de capacité, de formation, au-delà de l'action et de l'emploi des forces qui sont mises à disposition de l'OTAN. Et donc, il y a des écoles alors, qui sont mises à disposition par des nations de l'OTAN. Et donc là, typiquement, il y a des formations en cyberdéfense et en numérique qui sont faites, là, mises à disposition par le Portugal avec une école de formation. Avant, cette école était en Italie, et puis donc là, par le jeu, à un moment ou un autre de changement, en fait, elle est ici. Et puis après, en effet, il y a des échanges qui se font, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails de qui nous offre des places de formation et nous, les formations que nous faisons, mais typiquement, en effet, on a un certain nombre de Français qui vont faire des stages courts ou longs dans des formations proposées par d'autres. Et nous aussi, typiquement, j'évoquais ce master en fait, de gestion de crise, eh bien, nous accueillons des stagiaires étrangers dans cela. Donc, principalement plutôt des francophones, en fait, donc qui parlent français, mais on a un certain nombre de modules qui peuvent être en anglais pour d'autres, quoi. Donc oui, ça se fait, même si c'est très stratégique, il n'empêche que c'est important de partager une même vision avec ceux qui sont nos partenaires, justement, avec qui on est en coalition dans le cadre d'opérations, et la formation est importante, ne serait-ce qu'au titre du nommage des choses, de l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, la cyberdéfense, qu'est-ce qu'on appelle la lutte informatique défensive, les DCO, Defensive Cyber Operation. En fait, on a tout un vocabulaire et parfois c'est compliqué, on le découvre en opération, on croit qu'on parle de la même chose et en fait pas du tout. Voilà, traiter une cible, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, il y a tout un vocabulaire spécifique et on a besoin de le partager, on a besoin aussi de comprendre les organisations des uns et des autres. Certains ont fait le choix d'avoir un cyber très militaire, d'autres au contraire plutôt renseignement, politico-militaire. Typiquement, dernièrement on en a entendu parler, les Américains, mon équivalent si je puis dire, indépendamment de la taille, le commandant de l'US Cybercom, en fait, eux ils ont été sollicités pour pouvoir justement défendre le processus électoral américain en fait, par rapport au cyberespace, au vote par correspondance. En France, évidemment, le ComCyber n'est pas du tout sollicité par rapport à ce processus. En fait, c'est l'ANSSI qui est l'acteur pour pouvoir défendre ce processus. Moi, je ne suis pas du tout sur ce périmètre-là. Donc, il est important de savoir qui peut faire quoi, comment, et comment on peut dialoguer entre les uns et les autres, quoi. Donc, c'est l'occasion, au travers de formation, d'information aussi, d'échanger, de mieux se comprendre les uns les autres et donc d'être plus efficaces collectivement dans le cadre de ces partenariats opérationnels, techniques, de compréhension de ce cyberespace. Est-ce qu'il pourrait y avoir une Europe de la cyberdéfense? Alors, d'une certaine manière, oui, elle est en train de se construire en fait parce que
il y a un certain nombre d'outils, de mécanismes qui se développent au sein de l'Union européenne. On a une cyber toolbox, en fait, typiquement aujourd'hui, par rapport à des attaques. L'Union européenne s'est dotée d'une capacité de pouvoir désigner et de traîner devant des tribunaux des individus ou des groupes qui auraient mené des attaques. Alors pas des États, mais des individus et des groupes. Et puis, que ce soit à titre, on va dire, civil, donc plutôt cybercriminalité, ou que ce soit plus dans une approche militaire, au travers de l'état-major de l'Union européenne, se développent dans des capacités, justement, pour pouvoir avoir cette capacité d'anticipation sur la nature de la menace, comment elle se manifeste, et puis d'avoir des centres, justement, de commandement et de contrôle dans le domaine cyber, pour échanger dessus. On est sur une sorte là aussi pareil de continuum. Il faut être capable d'apprécier la menace, de la connaître, de l'analyser, et puis après il faut être capable justement de réagir dans le bon tempo à une cyberattaque, et notamment aussi si on a des moyens militaires. L'Union européenne par exemple, il y a des opérations qui se mènent aujourd'hui en Afrique. Eh bien il est important de sécuriser les systèmes d'information et de communication qui permettent que ces opérations puissent se faire en fait. Donc oui, ça se développe. Et ce qui est important aussi, c'est que ça permet d'avoir une sorte de masse critique, parce qu'aujourd'hui, finalement, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une cyberpuissance? Est-ce que la France est une cyberpuissance? Alors la réponse est oui, mais pourquoi, comment? En fait, il y a un certain nombre de spécialistes, d'universitaires qui ont défini des critères par rapport à une capacité, une puissance cyber. Donc on voit bien qu'il faut avoir des capacités de se défendre, il faut avoir des capacités éventuellement offensives, il faut avoir une volonté de le faire, il faut avoir une structuration justement étatique pour appréhender ce système-là. Je parlais tout à l'heure justement de l'interministériel, du C4, donc ça en France ça existe. Il faut avoir des industriels, une base industrielle technologique de défense, là aussi ça permet de développer des outils. Il faut éventuellement être capable d'agir sur les normes, qui définit les normes, les critères en fait internationaux sur les niveaux de cybersécurité. Donc il y a énormément de choses derrière qui se font. Oui, la France peut être considérée comme une cyberpuissance. Oui, il n'en demeure pas moins qu'il y a des cyberpuissances et des compétiteurs qui utilisent le cyberespace. Et quand on regarde, là je me réfère à ce que peut dire l'ANSSI ou ce qu'on peut lire dans la presse et sur des attributions qui peuvent être faites par certains États vers d'autres États. Et là, typiquement, on peut les citer. Certains États, notamment par exemple dernièrement les États-Unis, ont ciblé la Russie ou d'autres ont ciblé la Chine comme étant des acteurs offensifs dans le cyberespace à des fins de renseignement, à des fins d'espionnage, de déstabilisation. Donc là, c'est eux qui ont décidé, qui ont défini cela, qui ont attribué. Donc voilà, se pose la question de comment est-ce que collectivement on peut se défendre. Est-ce que la France seule est capable de se défendre? Dans une certaine mesure, oui, mais peut-être pas par rapport au niveau de menace. Donc par rapport à l'Europe, bien évidemment, on sent qu'on sera plus fort, plus puissant. Donc au même titre qu'une Europe de la défense doit se constituer, une Europe de la cyberdéfense doit se constituer. Et donc il y a déjà des réflexions qui se font, il y a un développement de capacités, d'outils, de mécanismes au travers de l'Agence européenne de la défense justement qui peut se faire. Il y a des projets européens au titre de la PESCO en fait qui se font. Donc oui, c'est quelque chose qui part. C'est quelque chose aussi qui doit répondre à un besoin, à un niveau de menace. Donc là, on a besoin de savoir ce qu'il y a derrière, quelle est la nature de la menace. Et aujourd'hui, typiquement, l'Union européenne réfléchit à une boussole stratégique justement qui doit lui permettre d'orienter justement sa démarche en matière de sécurité et de défense, quel est l'ennemi, quelles sont les menaces, et notamment dans le domaine de la cyberdéfense. Donc c'est quelque chose qui se développe. C'est quoi les conditions, c'est quoi les qualités, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour devenir un cybercombattant? Et quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans, dans ce parcours? La première qualité, c'est la motivation, c'est se sentir impliqué. Et je crois qu'en effet, on apporte en fait des métiers et des possibilités d'emploi, que ce soit dans le défensif ou de l'offensif, en fait assez rares, assez uniques. Donc voilà, une motivation. Après, bien évidemment, des compétences. Donc des compétences
soit techniques, pointues ou en effet, on l'a évoqué, des niveaux BTS, soit des compétences plus géopolitiques, soit de sciences humaines, même si majoritairement c'est quand même plus technologique, mais on peut dire qu'on a quand même 20 à 25% de compétences qui ne sont pas forcément des compétences informatiques. Donc c'est ça. Donc voilà, de la motivation, une capacité d'auto-apprentissage, de penser large spectre, de travailler en équipe, d'avoir cette agilité. Voilà, c'est un petit peu ça le profil du cybercombattant. Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément ce profil. Et en fait, on est beaucoup sur des équipes constitué, donc voilà, il faut cet esprit d'équipe et chacun va apporter son expertise particulière. Et là, ça fait un peu référence justement, vous évoquiez un certain nombre de séries télévisées où on voit beaucoup parfois les équipes voilà, constituées, il y a le spécialiste de ci, le spécialiste de ça, autre chose, celui qui va coordonner tout cela, le spécialiste des opérations. On a besoin, nous, de spécialistes d'opérations, de concevoir une manœuvre opérationnelle qui va s'appuyer sur des expertises techniques, technologiques, humaines, de renseignement. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est être capable de travailler en équipe, de cette agilité, de bien appréhender cela, de pouvoir faire énormément de choses, mais dans un cadre très strict aussi, très réglementé, où on ne fait pas n'importe quoi. En fait, justement, il ne faut pas de prolifération de ces outils, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, des personnes très, très agiles, très alertes, mais très, très, très focalisées, très, très, à la fois très à cœur bidouilleur dans l'état d'esprit, hein, à cœur blanc, mais structuré et comprenant en effet que ce qu'ils font, c'est pas anodin et que derrière, ils engagent d'une certaine manière le ministère des Armées, ils engagent l'État français, donc on ne fait pas n'importe quoi. Merci pour cet échange passionnant. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.